Alors bonsoir les amis, ravi de vous retrouver à nouveau pour un post porté sur l'approche dialogique, le dialogisme chez Mikhail Bakhtin. Alors j'aimerais remercier celles et ceux qui sont présentes et présents aujourd'hui. J'ai pas mal d'échos, j'ai pas mal de critiques sur les posts et tant mieux. Cet espace est pour vous, c'est pour les membres du groupe, pour le grand public. J'aspire, comme je le dis à chaque fois, à instaurer une certaine dynamique afin de fédérer un maximum de personnes autour de perspectives de recherche qui vont avec vos projets universitaires. J'aspire aussi à répondre au maximum de questions afin d'apporter des éléments de réponse pour les lecteurs, les critiques et pour certains débats fertiles et fructueux de, afin de pouvoir donner un plus à cette sphère universitaire. Alors, je lance aussi un message via le post d'aujourd'hui à vous, membres du groupe, maximum. J'ai lancé l'idée de ce post, essayez de faire de même. Forcément uniquement méthodologique ou théorique, vous pouvez faire des analyses sur vos romans, des petites vidéos, vous pouvez aussi les lancer sur le groupe et c'est très important. Pourquoi? Parce que cela va vous servir, va nous servir. Cela vient de le préciser, un plus au niveau personnel et un plus au niveau collectif. Donc je vous remercie encore une fois d'être si nombreux à suivre les posts et je vous dis bonsoir à nouveau et, entamons ensemble l'idée, plutôt la troisième théorie littéraire après le formalisme et les formalistes, le structuralisme et les structuralistes. Aujourd'hui on verra une approche que la majorité des étudiants ont pu côtoyer étant à l'université, c'est le dialogisme. Alors, par rapport au poste, c'est 1 heure de temps. J'essaierai de faire de mon mieux pour ne pas dépasser. Serait peut-être au-delà de 60 minutes. Donc, 60 minutes que je vais répartir en deux. Alors, dans un premier temps, je vais faire un exposé. Vous pouvez bien sûr m'adresser des questions, des critiques et autres. Dans un second temps, c'est le doux débat ouvert pour 30 minutes. Et vous poserez vos questions. J'essaierai d'interagir, j'essaierai de lire vos questions. Et on essaiera ensemble de trouver les éléments de réponse inhérents à vos questions. Donc, après mon live, il y a l'universitaire de Skikda, M. Abderraouf Draoui. M. Abderraouf Draoui, qui est un ami à moi, que je salue au passage, et qui sera parmi nous dans pas longtemps. Alors, Abderraouf Draoui, il sera après cette vidéo pour nous parler préliminairement du dialogisme et par ricochet de l'intertextualité, qui est une toute autre approche dans la littérature. Alors, j'encourage de tels posts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, essayez au max de penser la chose de la sorte et soyez nombreuses et nombreux avec nous sur la page. Alors, vidéo du 3, je dirais, oui, vidéo du 20. Alors, parlons du dialogisme. Alors, au départ, il y avait Mikhail Bakhtin, un ensemble avait décidé de revoir certaines pratiques en littérature, de remettre en cause certains acquis
du formalisme à ses débuts et d'aller à l'encontre d'une certaine hégémonie culturelle, philosophique, sociale, historique et, et dans une certaine mesure linguistique. Alors plusieurs notions n'ont plus lieu d'être. Donc Mikhail Bakhtin ainsi que ses penseurs pensent que certaines notions n'ont plus lieu d'être en littérature, telles que l'originalité de la pensée, l'authenticité des œuvres, protection des œuvres pour la postérité, la renommée ainsi que les critères. Donc, figure de proue du cercle de Bakhtin. Donc, on désignait les penseurs qui étaient avec Mikhail Bakhtin par le cercle de Bakhtin, de la théorie dialogique. On s'intéressa à une multitude de questions. Donc, il y avait certaines questions qui alimentaient la pensée de Mikhail Bakhtin et de son cercle. Parmi ces questions, il y avait premièrement la philosophie du langage, deuxièmement la linguistique, troisièmement, j'ai noté ici la psychologie, quatrièmement la théorie, sixièmement l'axiologie, ainsi que l'histoire et le vitalisme. Ces travaux réalisés au cours des années 1920-1930, dans le fameux Problème de la poétique chez Dostoïevski, paru en 1929, ainsi que sa thèse de doctorat, ça va avoir une portée pas uniquement en URSS, mais une portée européenne et une portée américaine. Voici les principaux apports de la pensée bakhtinienne au sein des disciplines et au sein des autres pays du monde. Alors, ces travaux auront un impact premièrement sur le structuralisme français. Et on sait tous aujourd'hui que c'est Tzvetan Todorov qui va faire le translatio study, c'est-à-dire c'est les traductions, qui va essayer de nous traduire l'œuvre bakhtinienne, qui va la faire jaillir, pas uniquement Mikhail Bakhtin, mais tout l'héritage de l'école durant les années 60. Donc le structuralisme français grâce à Todorov, ça c'est le premier impact de la pensée bakhtinienne et de son cercle. Deux, une portée politique en Italie. Certaines idées politiques ont été influencées par le mouvement et le cercle de Bakhtin. La recherche sémiotique en Angleterre. Et enfin, les études culturelles aux États-Unis. Donc, c'est l'héritage de Mikhail Bakhtin qu'on va retrouver un peu partout dans le monde, en France, je disais à travers le structuralisme, en politique en Italie, en Angleterre grâce à les recherches en sémiotique et aux États-Unis grâce culturelle. En France, on notera que Julia Kristeva, c'est elle qui fera découvrir, grâce à l'un de ses articles datés de 1960, c'est elle qui fera révéler, qui révélera au grand monde de Mikhail Bakhtin, qui le mettra sous grâce à un article où elle cite les travaux de Mikhail Bakhtin portés sur l'analyse des œuvres de Dostoïevski et de Rabelais. Alors, qu'est-ce que, première question et première escale du poste, qu'est-ce que la théorie dialogique s'efforce-t-elle d'accomplir? Donc, la théorie dialogique, l'approche, qu'est-ce qu'elle s'efforce d'accomplir? Alors, premièrement, une fiction. Donc, on va penser philosophiquement, étant donné qu'il y a une classification des genres de discours, littéraires, politiques, historiques et autres. Donc, on va penser à une philosophie de l'action de ces discours. Il y a un intérêt pour le facteur socio-historique du discours littéraire.
C'est le second intérêt, une piste explorée par les travaux et le cercle de Bakhtin. Troisièmement, on s'attellera à adapter la théorie marxiste pour la littérature. Quatrième intérêt, un intérêt pour l'interaction humaine par un discours ouvert. Et c'est là qu'intervient la toute première notion bakhtinienne qu'est le carnavalesque. Cela vient de carnaval, ainsi que la conception du roman dialogique. Donc, pourquoi, vous vous dites certainement, pourquoi est-ce que je suis en train de faire un aperçu historique du dialogisme et de la pensée de Mikhaël Bakhtin? Car, je vous réponds, pour pouvoir cerner tous les... il faudrait un contexte historique, le contexte littéraire, et enfin le contexte dans lequel évolue ou s'inscrit la perspective de recherche même du penseur, parce que de telles questions sont requises afin d'apporter des éléments de réponse à nos questionnements ou notre questionnement de nos questions ou notre questionnement de départ. Alors, deuxième, aurions-nous à s'y intéresser? Quel intérêt aurions-nous à porter un regard ou bien à comprendre le dialogisme? Alors, tout d'abord, il faudrait croire, vraisemblablement, que Mikhaël Bakhtin considérait la littérature autrement. Je m'explique, à travers le rire, à travers la conception même du roman, qui, d'après Mikhaël Bakhtin, est un réservoir de l'extérieur du monde. Et l'on connaît tous que toute œuvre littéraire est une projection. Toute œuvre littéraire, ici je reprends la notion de accueille en son sein un amas de données informationnelles que l'auteur, créateur, artiste va de son monde usage de réservoir. Deuxième point, la littérature comme un monde composé de deux points, souvenirs, c'est ici on fait allusion à la mémoire, de voix, les voix qui s'expriment à travers des énoncés et des discours. On arrive à la bakhtinienne. Je reprends l'idée. Pour Mikhaël Bakhtin, la littérature est un monde composé de souvenirs, de voix qui s'expriment à travers des mots, à travers des énoncés, à travers des discours, et donc il y a une matérialisation de l'espace environnant au cœur même du roman, au cœur même de l'œuvre littéraire. Et donc, ce monde composé, qui est fait de voix qui s'expriment, je répète, à travers des mots, des énoncés ou des discours, c'est la toute première ébauche. Alors je réponds juste à M. Abdelraouf Draoui. Je tiens juste à lui dire que je suis en live. Alors je suis en live. Je réponds juste à M. Abdelraouf Draoui. Très bien, et on continue. Désolé pour ce petit désagrément. Voilà, alors je reprends. Alors, entre autres, cette idée du monde composé va s'accompagner d'un véritable postulat. Alors, premièrement, la fabula est le sujet développé par, on se rappelle par, bonsoir à tous, Iman, bienvenue, par Shklovsky, importe peu chez Mikhaël Bakhtin. Ce qui importe, c'est la façon dont la fabula et le sujet viennent se construire. Ce qui importe aussi pour Mikhaël Bakhtin, c'est l'acte de lecture qui est comparable à une conversation.
Donc le deuxième point, après le premier que l'on vient de voir, c'est les voix qui s'expriment au cœur du roman, c'est les souvenirs, c'est les actes, énoncés, mots ou discours. Nous avons la fabula et le sujet, conception formaliste. L'intérêt est porté beaucoup plus vers leur fonctionnement au cœur du texte. Et deuxièmement, c'est l'acte de lecture. Je viens de le voir, Abdallah Draoui, oui. C'est là. Donc, on est toujours pas dans les théories de la réalisation. Bakhtin porte déjà un intérêt pour le lecteur. Nous allons y revenir, car Mikhail Bakhtin, à travers son œuvre où il aborde la problématique du discours littéraire, c'est très intéressant à voir, car le lecteur est aussi projeté dans la dimension dans cette dimension conversationnelle. Il est question de conversation. Conversation préliminairement entre qui et qui, entre l'auteur et le lecteur. N'ayez crainte, on n'est pas dans une perspective historique. Mikhail Bakhtin va nous le démontrer. Alors, qui va caractériser cette première ébauche de Mikhail Bakhtin, c'est la notion de chronotope. Chronotope est égal à le ou maintenant du contexte d'énonciation. Donc je reprends. Deuxième autre point, pardon, c'est le quatrième je pense. Autre point intéressant à voir dans la première ébauche de Mikhail Bakhtin, c'est le chronotope qui est égal à, pour éviter cette longue définition, le moment et l'endroit. On ne peut interpréter une œuvre, on ne peut prendre en considération un ensemble de discours sans prendre en compte le chronotope qui est le moment et l'endroit. Entre parenthèses, j'ai noté. Le lecteur interprète l'œuvre grâce à ces deux facteurs. Dans le moment, la temporalité, et l'endroit qui est le lieu. Alors, pour revenir à la conversation du lecteur, une saisit idées à une autre qui saisit le sens du texte. Une personne exprime ses idées à une autre à travers ou à partir d'un contexte. Oh là là, je suis vraiment contente d'assister enfin à votre live à chaque fois. Imen MHD, merci. Merci Imen d'être là, c'est tout à fait salutable et salutaire. Donc voilà, pourquoi tu le rates, je sais pas. Pas des empêchements, peut-être que moi, comme j'avais des problèmes, donc on a voulu ainsi, donc je suis là aujourd'hui. N'hésite pas à poser des questions, à poser des questions pour la seconde partie du live. Alors, autre notion qui va apparaître, c'est la notion d'énoncé, qui est définie parole telle qu'elle est définie par Ferdinand de Saussure. C'est l'actualisation de la langue. Alors Lydia, oui. Alors Lydia, tu as posé une question, j'y reviendrai dans le débat. D'accord? Je vais lire toutes vos questions, laissez vos questions, j'y reviendrai une. D'accord Lydia? Donc reste avec nous, ce sera pas long. Euh, d'accord, je termine juste l'exposition, mon exposé, puis on va passer directement aux questions-réponses au débat. Donc, la conversation dans le roman, concept clé chez Mikhail Bakhtin. La conversation dans le roman, entre parenthèses, le roman dialogique. Alors, appliqué au roman, cette théorie suppose qu'un dialogue complexe s'élabore dans le texte. Alors, un dialogue complexe s'élabore dans le texte. Un dialogue préliminairement entre qui et qui. Alors, un dialogue préliminairement entre et son lecteur. Secondo,
un dialogue entre l'auteur et ses personnages. Et donc, on assiste à je dirais, à une double énonciation. On assiste à une double énonciation. Merci Lydia d'être si compréhensive. Et voilà. C'est juste pour être comme ça. Vous m'avez conseillé un membre du groupe. Donc on a réparti la vidéo en deux pour ne pas trop faire de digression. D'accord? Tu comprendras. Merci. Alors, entre auteur et personnage va s'instaurer un dialogue complexe. Entre auteur et lecteur va s'instaurer un dialogue complexe. Alors, l'auteur, il s'adresse à son lecteur. Le lecteur va saisir le sens. Il y a conversation. L'auteur fait parler ses personnages. C'est le principe dialogique. Et ces personnages vont être à même, vont révéler la pensée, l'idéologie, bien sûr de l'auteur, mais leur propre idéologie et leur propre pensée. Il va y avoir une corrélation, va y avoir ce bourrara, va y avoir des voix qui vont converser et qui vont donner ce dialogue complexe. Alors, concrètement parlant, comment appliquer la théorie de Mikhail Bakhtin, la théorie dialogique ou l'approche dialogique? Alors, je vais être honnête avec vous. De Victor Barsky, que je cite assez souvent, plutôt de Robert F. Barsky, Introduction à la théorie littéraire, qui est une œuvre ici, que j'ai photocopiée lorsque j'étais étudiant à Skikda. En lisant l'œuvre de Barsky, je dirais pas que j'étais étonné, mais il y a une remarque, page 56, comment analyser un texte qui est fort intéressante. Alors, Barsky, qu'est-ce qu'il nous dit? Sachant que son œuvre s'adresse directement aux étudiants, mais aussi aux initiés à la théorie et aux approches de la littérature. Il n'existe pas de méthode bakhtinienne pour étudier les textes littéraires. À première vue, cela peut sembler poser problème. Cependant, la critique est ainsi forcée d'admettre que l'œuvre n'est pas un engin mécanique, que les critiques peuvent monter et démonter à leur guise. Il a donc sa propre méthode en s'inspirant des notions développées par Bakhtin et tentera de l'utiliser de manière à éclairer le texte plutôt qu'à l'objectiver. On est loin de la conception formaliste ou structuraliste. On est dans l'approche bakhtinienne, on est dans l'instinct, on est beaucoup plus vers le plaisir de lire, vers l'actualisation ou bien vers une approche purement bakhtinienne. C'est-à-dire on n'a pas une méthode claire, on n'a pas une méthodologie pour pouvoir la lumière, critiquer une œuvre à la lumière de la pensée bakhtinienne méthodologiquement. Donc, ce qu'on a, par contre, c'est un ensemble de concepts que j'ai essayé afin de pouvoir cerner la portée de la pensée de Mikhail Bakhtin. Alors, le meilleur moyen pour un critique de décrire la théorie de Bakhtin est de l'envisager au cœur de l'œuvre ou au cœur du roman dialogique. Certainement, la majorité d'entre vous vont remarquer que depuis tout à l'heure, je reprends terminologiquement la conception du roman dialogique, mais qu'est-ce que le roman dialogique enfin? Donc il faudrait pouvoir répondre à cette question afin de passer à la suite. Donc le roman dialogique, selon moi, d'après les données recueillies, d'après c'est un roman qui est à première vue carnavalesque, où il y a une conversation entre l'auteur et son lecteur, entre les personnages, entre l'auteur et son narrateur, entre le narrateur et ses personnages, il y a, puis-je dire, un ensemble de discours qui s'entremêlent, qui vont
cet univers carnavalesque, cet univers dialogique qui va aboutir vers le roman dialogique. Peut-être que c'est ma conception, vous en avez une autre, on en débattra. Très bien. Alors, certains points sont nécessaires. Lettres, philosophie. Ce n'est pas difficile, il faudrait juste tenir compte des concepts clés de Mikhail Bakhtin afin de répondre à la question lettres, philosophie. D'accord? Là, je m'adresse à un membre du groupe qui vient de poser une question, j'y reviendrai après. Alors, comment appliquer la théorie à un roman? D'abord, il faudrait que l'approche soit en adéquation avec le roman, de préférence un roman dialogique que je viens de définir. Deuxièmement, il y a un nombre de points. J'en ai compté ici, combien de points pour ne pas trop me tromper? J'en ai compté 6 alors. Voilà, donc j'en ai compté 6. Alors, premièrement, premier point, étude de la nature carnavalesque de l'œuvre. Barsky a effectué dans son ouvrage l'analyse de Bobok, une nouvelle de Féodor Dostoïevski. Alors, premièrement, c'est l'étude de la nature carnavalesque. On reviendra vers la notion de carnaval. Deuxièmement, étude du caractère humain de l'œuvre littéraire. Troisièmement, prise en compte du contexte de l'énoncé. Quatrièmement, prendre en compte la communauté de locuteurs, autre notion clé développée par Bakhtin, c'est-à-dire l'ensemble des personnages et des acteurs clés qui conversent. Cinquièmement, identification d'une interaction dialogique, auteur, lecteur, auteur, personnage. Sixièmement, la mise en œuvre de la polyphonie. Autre grand concept de Mikhail Bakhtin. La polyphonie, nous la verrons vers la fin de l'exposé. J'y reviendrai plus particulièrement. Alors, passons maintenant à l'analyse proprement parlée. Alors, Barsky, en s'intéressant à la nouvelle de Féodor, là c'est purement pratique, hein. C'était l'exposé théorique, là c'est purement pratique pour vous permettre de voir un peu l'analyse en question. Alors, Bobok est un texte essentiellement carnavalesque. Au début du récit, Semyon y accuse le narrateur, Ivan Ivanitch, d'être toujours ivre. Cet état semble permettre à Ivanitch de percevoir une multitude de choses qui échappent à tout autre qu'à lui-même. Mais comme il se défend bien d'être constamment sous l'influence de l'alcool, le lecteur ne peut déterminer avec certitude si le personnage est sobre ou ivre. Premier point du carnavalesque. Donc il y a une chose et son contraire. Cela va s'avérer être vrai à travers la suite du récit. La plus grande partie de l'histoire d'Ivan Ivanitch, de Bobok de Féodor Dostoïevski, se déroule dans un cimetière, lors d'un enterrement, et entremêle tout Ivanitch, plusieurs états différents et opposés. Le haut et le bas, la vie et la mort, le monde réel et l'au-delà. Il s'agit des éléments essentiels du carnavalesque. Donner une chose et son contraire. La vie, la mort, le haut, le bas, le noir et le blanc, etc. C'est la carnavalisation du roman. Premier point, élaboré par Mikhail Bakhtin. Deuxième point, je disais, la théorie bakhtinienne insiste sur le caractère proprement humain du discours littéraire. Dans l'œuvre, dans la nouvelle de Féodor Dostoïevski, cela va apparaître à travers un questionnement émis par le narrateur. Le narrateur s'interroge, mais tout de même, comme ça, directement dans la presse, en parlant de son tableau paru dans la presse. On lui avait asséné une critique acère et il s'en était étonné. Dostoïevski va aller vers l'aspect humain de la chose, va essayer de concevoir le personnage à travers bien sûr l'interprétation
un personnage qui est à l'image de ces énoncés, qui est purement humain. On va s'intéresser qui vont l'animer, aux choses qui vont nous faire détester telle ou telle chose. Donc, on va privilégier cet aspect-là du discours. Alors, troisième point que l'on va prendre en compte, c'est la prise en compte du contexte de l'énoncé. J'avais noté ici, page 58. Voilà, alors, pour reprendre le récit, c'est le mois d'octobre et le monde paraît mourir, pouvoir renaître au printemps. La scène permet de saisir la conception qu'avaient Dostoïevski et Bakhtin de la littérature permettant toutes les sensations, les odeurs, les sons, l'atmosphère générale qui se dégage de la situation. Lorsqu'il y a analyse, le contexte des énoncés chez Bakhtin est grandement considéré. Donc prendre en compte le contexte des énoncés, c'est ça. On va privilégier le côté humain. On va prendre en compte tous les éléments qui sont au cœur du discours littéraire. Alors, le narrateur, pour poursuivre l'histoire, s'assied ensuite sur une tombe et se met à rêvasser à l'exposition de Moscou. Ce qui l'amène, on ne sait trop par quel détour, à méditer sur l'étonnement. Il se demande alors s'il vaut mieux s'étonner de tout ou ne s'étonner de rien. Il s'allonge ensuite sur une longue dalle qui avait l'aspect d'un cercueil en marbre et dans un état de demi-sommeil entend des voix. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le principe dialogique au cœur du roman. Si sur une tombe, commence à entendre des échos, commence à entendre des voix. Et là, des voix qui s'entremêlent entre elles, semblant émaner de sous la terre. Donc il est en train de converser avec des voix qui, loin d'être vivantes, sont 6 pieds sous terre. Alors des voix qui conversent entre elles, semblant émaner de sous la terre, là où l'on a récemment enterré ces cadavres. D'après ici, de manière frappante l'acte de lecture. Le texte dans lequel nous entrons est un lieu d'esthétique moribonde, à la manière des épitaphes. Nous absorbons le texte dans un état qui se rapproche du rêve et percevons les voix qui le composent, puis ces voix prennent forme dans notre esprit. Donc, préliminairement, va rencontrer ces voix. Secondo, le lecteur va interpréter ce que les voix vont donner, ce qui va générer, parler, ici vont former la communauté de locuteurs où de nouvelles voix se font continuellement entendre ou d'autres voix vont se taire. L'incarnation d'une voix particulière, les facteurs psychologiques ou encore les actions ne revêtent ici qu'une importance très limitée. C'est linguistique qui est véritablement au cœur de la théorie. Par ricochet, on va s'intéresser à la langue en elle-même. Donc, le projet porté par Bakhtin, cette conception du carnavalesque, cette communauté de locuteurs, cet aller-retour entre l'auteur et le lecteur, entre l'auteur et ses personnages, c'est un projet qui, d'après Barsky, constitue une excellente description du dialogisme, qui se veut un dialogue libre et sans contrainte, refusant toute censure de calcul ou de honte. Une telle interaction
permet d'apprendre des choses que l'on a dans la réalité quotidienne. Elles sont le privilège exclusif de cet état étrange. Et cette étrangeté est palpable au cœur du roman dialogique. Donc, on en était arrivé au 6e point. Alors, ces voix vont créer le principe polyphonique ou la polyphonie. Alors, simplement, pour parler de polyphonie, d'abord il faudrait revenir vers, pas la musicologie, mais les notions en musique. Alors, pour la polyphonie, pour faire simple, membre du groupe et Internet, c'est une notion en musique, c'est la sonore. Donc, en musique, la polyphonie, c'est une notion où plusieurs voix vont s'entremêler. On peut le voir à l'église, plusieurs voix qui vont s'entremêler. On peut le voir dans la soul music, on peut le voir dans des musiques classiques. Donc, polyphonique, c'est plusieurs couches de voix qui vont se superposer et qui vont être harmoniques et harmonisées. C'est-à-dire, cela ne va pas créer l'autre concept qui fait face à la polyphonie, c'est la dissonance. Il faut qu'il y ait... exactement, ça vient du domaine de la musique, Lydia. Donc la polyphonie, cela vient du domaine de la musique, c'est la superposition des voix. Superposition des voix en musique, le chant, c'est les voix au cœur du roman. Et là, ce qui est intéressant, pour pouvoir envisager la polyphonie chez Bakhtin, parfois il dit principe polyphonique pour élucider ces termes. J'avais pris des notes lors de ma lecture de l'esthétique du roman chez Mikhail Bakhtin et je vais vous lire quelques notes avant de finir le post et l'application. Voilà, chapitre 3e, prise en compte théorique. Très bien. Alors, d'abord pour Mikhail Bakhtin, avant d'arriver au principe polyphonique, il y a des unités compositionnelles de base du roman. Alors, le discours, auteur-narrateur, les genres intercalaires, c'est les genres, et les paroles des personnages. Les paroles des personnages qui permettent au plurilinguisme de pénétrer dans le roman. Polyphonie, plurivocalité, plurilinguisme. Selon mes notes ici, d'après Mikhail Bakhtin, dans son Esthétique et théorie du roman paru en 1978, le roman, le discours romanesque, est par excellence plurilingue et plurivocal. Plurilingue, il y a une multitude de langues, de langages, de dialectes qui sont à prendre en compte au sein des énoncés de l'œuvre. Plurivocal, il y a une communauté de locuteurs, j'en parlais tout à l'heure, qui est là, qui converse et qui crée cet espace dialogique. Alors, pour Bakhtin, en parlant de langue, la langue se subdivise. 1. En dialectes sociaux, 2. En jargon professionnel, 3. En parler de génération, 4. Langage des journées et 5. Langage spécifique, politique, social, historique, etc. Quand on parle de dialectes sociaux, on va prendre par exemple le cas de l'Algérie, où il y a le Chewi, où il y a l'arabe dialectal, où il y a le berbère. Donc, on va prendre le jargon professionnel des avocats, des maîtres, des entrepreneurs, des enseignants. On va parler des générations. Les gens nés en 50 ne parlent pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Les gens nés dans les années 80 ont une autre conception du langage et ont une autre action du langage. Donc, le 3e point. Autre point, le langage dans la sphère politique, sociale, historique. Donc, la langue pour Bakhtin, elle est aussi. Autre point clé dans l'esthétique et théorie du roman avant de terminer, le discours traverse, page 101, je cite, le discours traverse un milieu d'expression et d'accent étrangers, ce qui va former le plurilinguisme. L'énoncé vit dans le dialogisé.
Le roman a ouvert la voie vers une décentralisation, plurilinguisme des langues et dialectes, page 96. Intéressant à voir, page 103, c'est avec l'autre que le discours se forme, il y a un dialogue des répliques. Autre principe que nous avons vu tout à l'heure dans Bobok, où il y a ces voix qui viennent, où il y a le narrateur qui se demande d'où viennent ces voix, puis vers la suite de la nouvelle, va y avoir une interaction. C'est à travers l'interlocuteur que l'on découvre le plurilinguisme. Autre point clé dans l'esthétique et théorie du le langage littéraire en genre et en profession. Langage littéraire. Alors langage et genre, on rattache un trait langagier, lexicologique, sémantique à un système de genre. L'autre côté, langage et profession, on rattache le langage à une profession, ceci à travers le vocabulaire, les formes d'orientation dialogique, les intentions, les formes d'interprétation. Exemple, langage de l'avocat, du médecin, de l'homme politique, etc. Pour donner un autre exemple de la pensée de Bakhtin dans son esthétique du roman, il parle de plurilinguisme en abordant la pluralité de langages et de dialectes qui se trouvent au cœur même de la société et qui est projetée dans le roman. Il est question de couches du langage. Commentaires, compte rendu d'une séance au Parlement, reportage de gazette, éloquence périodique. Il y a ces couches du langage. Il y avait une métaphore qu'avait élaborée Bakhtin avant de finir, sans avoir, qui va nous inciter encore dans la pensée de Mikhail Bakhtin, là où il est question pour ceux qui font sciences du langage, c'est du langage qui est assuré par plusieurs modèles de transmission. Et là, madame une enseignante qui est une enseignante à l'université, lorsque j'ai parlé dernièrement du structuralisme, m'avait donné une piste, celle du discours qui renvoyait par excellence au principe dialogique. Donc je reprends l'hybridation, le caractère hybride du langage, qui est tout aussi présent dans l'esthétique et théorie de Mikhail Bakhtin, par les modèles de transmission directe, indirecte, directe d'autrui. Parlons maintenant du langage et de personnage. Le personnage a un rôle pour stratifier le langage du roman, étant un facteur clé dans l'introduction de la plurivocalité. Il y avait une note que j'avais introduite ici. Bref, c'est pas grave. J'essaierai de l'insérer. Alors, l'hellénisme linguistique, il y avait une note très intéressante. Ce n'est pas grave, j'essaierai de l'insérer plus tard. Alors, en somme, Mikhail Bakhtin, le principe dialogique, le roman dialogique, le carnavalesque, la communauté de locuteurs, toutes ces notions sont importantes à savoir. J'espère que cela vous a servi. Merci d'être présent et présent. Place au débat. Alors, essayez de posez vos questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible et cela va créer un espace fertile. Alors le débat peut commencer dès à présent, dès maintenant, avant que je ne laisse la parole à monsieur Abdelraoui pour le poste qui va. Alors je reviens préliminairement vers la question. Alors, je suis vraiment content d'assister enfin à votre live. Ça y est, puisque, alors, première interprétation, première lecture. C'est Lydia qui nous dit, puisqu'il y a l'auteur du roman, le premier locuteur et les personnages racontés, les énonciateurs, pour ces derniers, il n'y a pas que le roman dans lequel on trouve du dialogisme, même dans les rubriques de journaux personnes.
Donc Lydia, grosso modo, elle vous dit que, étant donné qu'il y a tous ces énonciateurs, auteurs du roman, locuteurs, les personnages, donc les énonciateurs, c'est-à-dire on va privilégier un point de vue donné pour pouvoir expliciter et mettre au point le langage. Donc je pense que c'est cette conception-là. Sinon, Lydia, plus d'éclaircissement sur la question. En deuxième partie, il n'y a pas dans lequel on trouve du dialogisme, même dans les rubriques de journaux par exemple, où le journaliste est autre personne. Donc dans un article de presse, le cas je pense des témoignages de guerre, témoignages historiques ou autres, on va essayer de rapporter les paroles de plusieurs personnes dans euh, portées sur la culture ou sur l'histoire, qui rapportent plusieurs témoignages qui va de contradiction. Oui, c'est clair, on peut le retrouver aussi dans les journaux, ce n'est pas uniquement dans leurs romans. Mais l'intérêt pour nous en littérature, c'est beaucoup plus une approche romanesque du discours qu'une approche journalistique qui font science du langage. Mais c'est bien, merci Lydia. Alors, je passe à Abdraouf Draoui pour Abdraouf Draoui, pour Bakhtin, ce dialogisme tire ses racines du dialogue. Alors, pour Bakhtin, ce dialogisme tire ses racines du dialogue socratique. Le dialogue socratique a pour principe, d'après lui, que la vérité n'est pas le fait qu'un seul homme, mais se construit grâce à l'interrelation dialogale. Donc pour toi, Michael Bakhtin est allé puiser chez Socrate le principe dialogique. Oui, merci pour cette information et cela enrichit le débat. Donc, selon Abdraouf Draoui, universitaire dialogale de Michael Bakhtin a été puisé chez Socrate qui avait... Il n'y a pas de problème, je trouve si l'être philosophie ce n'est pas difficile, et pas la peine d'insérer cette icône qui est en train de pleurer, ce n'est pas difficile, c'est juste des notions à connaître, c'est juste des à faire afin de comprendre ces principes-là. Il y a des documents dans la rubrique fichier. Alors je disais, il y a des documents dans la rubrique fichier qui peuvent vous aider. Le roman dialogique où il existe plusieurs voix au cœur du lecteur, oui, ça c'est Jana. Lydia, encore une fois, un discours peuplé de voix, si on peut le dire. J'adore cette expression, un discours peuplé de voix. C'est-à-dire il y a des voix qui sont en train de peupler le discours romanesque, donc discours littéraire, qui s'appuie sur ces voix. Donc tu es en plein dedans. Alors Lydia, oui, trop, sciences du langage, non. Alors nous, on a cours avec Madame Shaibi, on assiste au séminaire, bon off. Ah, la chance, exactement, ça vient du domaine de... C'est quoi l'hybridation alors pour l'hybridation, c'est l'hybridation du langage. On a affaire à le langage qui renvoie à différents états de la langue. Je vais reprendre les notes qui parlaient d'hybridation afin d'expliciter mieux ma pensée. Alors, pour Marie Goldenave qui posait la question sur l'hybridation, le style du roman tient pour base la diversité et la stratification du langage. L'hybridation, entre parenthèses, le caractère hybride du langage, est assuré par les modèles. Alors, pour parler d'hybridation, c'est du domaine du sens du langage, mais une définition purement littéraire pour essayer de comprendre cette hybridation, c'est au niveau de la langue où il y a de la langue, du langage et des dialectes se manifestent. C'est pour ça qu'on parle du caractère hybride de la langue. Angélique, la connexion commence à déconner. Oui, Lydia, elle commence à déconner. Alors, Miranda, merci Afif. Il est à noter que lorsqu'on dit dialogisme, il faut dire différents points de vue au sein du roman. Au sein du roman, point de vue, oui. Tout à l'heure, on avait signalé ça
par rapport au point de vue, je pas ça. Alors, Lydia te dit à l'heure, puisqu'il y a l'auteur du roman et les personnages racontés, les énonciateurs, Ducrot parle de point de vue. Donc cela rejoint ta pensée, c'est tout à fait ça. Il y a différents points de vue qui s'expriment. Il y a un point de vue qui prennent vie au cœur du texte. Et le premier point de vue qui s'instaure, c'est celui du locuteur. C'est l'auteur. On dit souvent que l'auteur est mort, mais il ne s'efface pas vraiment. Donc il est toujours là, il est toujours présent à travers sa conception de l'œuvre, à travers ses personnages, à travers son narrateur premier. S'il vous plaît, reprends ce que vous avez dit sur les connexions. Alors, l'hybridation, le caractère par les modalités de transmission, discours direct, indirect ou indirect, libre. Quand on parle du caractère hybride du langage, sans me tromper, et j'espère que ceux qui font science du langage vont apporter une définition claire et nette. Au cœur du roman dialogique, l'hybridation, c'est le fait que le langage soit porteur de dialectes, langues, langages différents, jargon. Voilà, j'espère que j'ai pu, Marie Golden, répondre à la question. Lydia, Afif, tu as zappé mon commentaire. Le dialogisme comportait plusieurs types selon Bakhtin, avoir interdiscursif, interlocutif, J'ai pas vu ce commentaire. Non, Lydia, je n'ai pas vu ce commentaire, d'accord? Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu te lire mon commentaire. Alors Lydia vous dit, le dialogisme comporte plusieurs types. Donc selon Lydia, il y a plusieurs types de dialogisme, à savoir interdiscursif, interlocutif, intralocutif, pour ceux qui veulent se renseigner. Donc c'est bon à savoir, c'est un plus pour nous. On essaiera de se documenter sur ça, l'ensemble du groupe, afin de revoir. Je sais que Lydia, tu as normalement travaillé ton mémoire de fin d'études, donc ta thèse sur le principe dialogique chez Mikhail Bakhtin, et à toi d'avoir posté ce matin ou bien hier soir un document sur ça. Je te remercie pour ça, c'est l'esprit auquel je fais souvent appel pour pouvoir travailler. Donc pour l'interdiscours, j'allais y revenir tout à l'heure, mais je n'ai pas hésité, mais c'est juste par rapport à mon exposition et à la perspective scientifique dans laquelle je me suis inscrit pour faire ainsi que l'application de Mikhail Bakhtin. Alors parlons d'interdiscours. Alors inter, cela sous-entend qu'il y a plusieurs. Donc interdiscours, c'est une multitude de discours qui est au cœur du roman. Là, pour revenir au premier type de Bakhtin. Pour parler d'interdiscours, il faudrait prendre en considération plus cursif, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur plusieurs voix qui vont énoncer un nombre de discours et mettre en relation ces discours-là pour permettre d'appréhender l'interdiscours en tant que tel. Parlons de texte et d'intertexte, parlons de discours et d'interdiscours. C'est-à-dire qu'il y a la présence d'un texte dans un autre, il y a aussi la présence d'un discours dans un autre. Je vous donne un petit exemple. Quotidiennement, seul Adam l'originel, le prophète, seul Adam l'originel, a produit une parole première, une parole originaire. Donc, il ne s'était pas inscrit. C'est pas un débat religieux. Ce n'est pas un débat religieux, mais juste pour expliciter la chose, que cela entraîne un autre débat. Euh, le Adam originel qui ne s'était pas exprimé à travers des dites auparavant. Lui, il a puisé dans déjà au préalable. Par contre, nous, on est en train de s'inscrire, grâce à l'interdiscours, vers un puits dans lequel on va puiser notre langue
manière de parler, notre rhétorique, etc. Donc l'interdiscours, ce n'est pas uniquement une pratique littéraire ou autre, cela fait partie aussi de notre langage quotidien. Au cœur du roman, à l'interdiscours, qui est aussi l'un des éléments clés de l'esthétique et théorie du roman, on s'intéressera à voir les voix au cœur du texte romanesque, du discours romanesque. Alors, que dites-vous à propos de cette citation? Merci Lydia. C'est super. Deux commentaires qui sont en adéquation avec ce que je viens de dire. Et merci à Miramira et à Abdaraouf Draoui. Le premier, une citation du membre du groupe Miramira qui vous dit: que dites-vous à propos de cette citation? Rien n'est écrit du zéro. Tout est dialogique. La parole de l'Adam originel est écrite, est prononcée et employée en partant de zéro, en partant de rien. Par contre, la nôtre, oui, rien n'est écrit ou parlé du zéro, du néant. Et c'est là le principe dialogique. Tout est dialogique. On s'inscrit dans ce qui a été dit. On s'inscrit dans un héritage passé. On va en quelque sorte projeter, faire du nom de censure, on a parlé déjà, mais en des termes moins théorisés pour la littérature. Mikhail Bakhtin va actualiser cela, il va parler de principes dialogiques, il va parler de tout ce qu'on vient de voir. Alors Abdaraouf Daraoui, pour répondre à Miramira, il va dire: oui, j'approuve, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est La Bruyère. Tout est dit. Cela... Alors, tout est dit, pour reprendre La Bruyère, insérée par Abdaraouf Daraoui. Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent: l'on se fait que glaner après les anciens et les habiles entre les modernes. Exactement, c'est le principe même du dialogisme. Oui, tout est plus large que l'intertexte, bien sûr. Parce que l'intertexte en question, il va nous condamner à prendre en considération du texte. Mais, mais le texte en question, pour parler de texte, on parle d'écrit. Pour parler de discours, on va parler d'énoncé. C'est justement ça. On pose la problématique du discours et du texte, de l'énoncé et de la phrase. Et c'est un tout autre débat que l'on devrait lancer. Mais c'est très bien aussi de soulever ça. Tout est à voix antérieure. Donc, je pense que la connexion commence. Vous m'excuserez pour le terme. Vos questions sont très pertinentes. Pour reprendre les questions clés du débat, il y a Lydia qui nous dit que Ducrot avait parlé de au personnage, au narrateur, c'est les énonciateurs. Il a parlé de dialogique et que on trouve le dialogisme aussi au sein des journaux. Abdaraouf Draoui qui nous dit que c'est à travers Socrate que l'on peut effectuer une lecture de Mikhail Bakhtin, puisqu'il avait déjà, c'était l'interrelation dialogale. Jana qui nous dit que le roman dialogique, où il existe plusieurs voix au cœur, le lecteur sent. Elle n'a pas continué la phrase. Oui, plusieurs voix et le lecteur va les prendre en compte. Je pense que c'est le fond de ta pensée. Lydia, avec son commentaire: un discours peuplé de voix, si on peut le dire. Oui, tu peux le dire, c'est un discours peuplé de voix. Oui. Il faut dire différents points de vue au sein du roman, ce qui rejoint le commentaire de Lydia. Alors, encore une fois, Lydia qui me dit: tu as zappé mon commentaire, et son commentaire est très intéressant à voir. Elle vous dit que Bakhtin avait établi une typologie pour le dialogisme, à savoir interdiscursif, et on avait parlé de l'interdiscursivité, interlocutif au niveau de la locution, des énoncés, intralocutif et auto-dialogique. Pour ceux qui veulent se renseigner plus, le commentaire de Lydia qui vous incite au débat. Rien n'est écrit du zéro, tout est dialogique.
Cela rejoint ma pensée par rapport à Adam, le prophète originel, qui n'avait pas je dirais, discursif derrière, alors que nous, on a besoin, et on s'inscrit dans le champ commun discursif de l'humanité, qui va nous ramener la Bruyère, qui dit que tout est dit, et l'on vient trop tard, depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent, donc on s'inscrit dans une perspective historique du discours, discursive, qui est abordée aussi par Marc Auger et dans l'encyclopédie du savoir. Oui, tout est prononcé de voix antérieure. Le discours, finalement, par lettre philosophie, est plus texte. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Merci, merci. Cela m'enchante que